Un projet qui était vraiment intéressant, qui était en fait l'idée de s'allier pour construire des récits d'apprentissage dans les jeux libres. Puis je vais particulièrement vous parler du rôle de co-joueuse en fait dans le jeu libre, qui est vraiment au cœur un petit peu de ce projet-là. Alors, je vais commencer en vous parlant un petit peu du rôle de l'adulte dans le jeu libre. Je vais ensuite tout de suite vous parler de certains constats qu'on a ressortis du discours des enseignantes au travers de notre projet, et je vais aussi vous parler d'une petite journée de réflexion qu'on a eue avec les enseignantes. Donc, dans l'idée de co-construire, on souhaitait réfléchir ensemble. Vous allez voir que ça a peut-être pris un chemin inattendu, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça que la recherche, ça fonctionne. Et quelques pistes pour la suite, parce que c'est un projet qui continue d'être en cours. Donc, il y a des choses qui sont également à venir. Alors, la place du jeu libre à l'éducation préscolaire, je pense qu'on est tous convaincus ici que le jeu libre est l'activité privilégiée là, pour le développement global de l'enfant. Mais même si ici au Québec, c'est vraiment prescrit dans le programme de mettre en place des périodes de jeu libre dans la journée, on sait qu'il y a certaines difficultés qui persistent dans sa mise en œuvre dans les classes. Notamment, les enseignants souvent continuent de prioriser certaines activités plus structurées, donc vraiment une activité qui est plus guidée, dirigée par l'enseignante. Et on pourrait penser également qu'il y a peut-être une méconnaissance des apprentissages qui sont réalisés dans le jeu libre. On en a parlé un peu ce matin avec peut-être les parents qui le comprennent moins bien, mais peut-être certaines enseignantes aussi le voient moins et donc sont moins portées à le mettre en place. Donc, la petite fleur, c'était le rappel des critères du jeu libre, donc vraiment le jeu symbolique. Puis, comme il y a une idée de l'enfant est libre de choisir, c'est vraiment le jeu de l'enfant, il y a peut-être aussi un petit élément où l'adulte se demande où est ma place là-dedans. Donc, c'est un petit peu des éléments aussi que je vais explorer là, avec vous. Donc, c'est quoi s'impliquer dans le jeu de l'enfant? Il y a certaines recherches qui disent que même dans les milieux où on fait beaucoup de jeux libres, même si je fais mes 2 périodes de 45 à 60 minutes de jeux libres par jour, peut-être qu'il est encore sous-exploité. Donc, peut-être que, souvent, ce qu'on va dire, c'est que le jeu est quand même plus riche quand l'adulte va s'y intégrer, va participer, va se donner aussi dans le jeu de l'enfant, évidemment là, à la hauteur à laquelle l'enfant en a besoin. Mais en y prenant part comme co-joueur. Mais les enseignantes sont réticentes à adopter un peu le rôle de co-joueur, puis on va le voir un petit peu pourquoi au travers de la présentation. Et donc, elles ont davantage tendance à planifier des activités qui sont avec des éléments empruntés au jeu. Donc, on a parlé ce matin un petit peu d'activités ludiques. Donc, je vais faire une activité avec une intention d'apprentissage, mais je mets le jeu au travers de ça pour que ça soit amusant, que de planifier des situations qui partent vraiment des idées du jeu libre de l'enfant, donc la SAIJ que Raymond et son équipe nous avaient parlé. Donc ça, c'est un peu ce que la recherche nous dit, mais on a des collègues au Centre de service scolaire de la Jonquière qui ont un peu fait ces mêmes constats-là. Et donc l'équipe pédagogique, en fait, c'était les personnes professionnelles dans le Centre de service scolaire qui accompagnent les enseignantes à l'éducation préscolaire. Puis là, on parle, oui, des conseillers pédagogiques, mais on avait aussi orthopédagogue, orthophoniste et aussi un conseiller pédagogique plus spécifiquement sur le plan du numérique également là, dans l'équipe. Et qu'est-ce qu'eux avaient constaté, c'est qu'effectivement, il y avait relativement un manque d'engagement dans le jeu libre chez les enseignantes qu'ils accompagnaient. Et donc, elles exprimaient aussi un besoin de soutien pour mieux comprendre leur place, mais aussi comment on fait pour documenter les apprentissages dans un contexte de jeu libre. Donc, on a réfléchi à une recherche collaborative qui nous permettrait un petit peu d'explorer ces différents points-là. Et ça part de besoins autant du milieu de la pratique que du milieu de la recherche. Donc, sur le plan des professionnels qui sont venus nous voir pour réaliser cette recherche-là, c'était vraiment une idée de mieux comprendre comment les enseignantes, elles intervenaient dans le jeu pour pouvoir soutenir les enseignantes qui en auraient besoin. Donc, de mieux comprendre ça pour donner plus d'aide. Mais aussi de développer un peu plus la documentation pédagogique, de réfléchir là-dessus, particulièrement dans un contexte où on a un nouveau bulletin qui s'en vient ou qui est présent, qui est plus qualitatif. Donc, comment je fais pour utiliser ce que les enfants apprennent dans le jeu libre pour faire mon bulletin, entre autres.
Nous, du côté de la recherche, donc, on souhaitait un petit peu plus explorer quelles sont les pratiques que les enseignantes utilisent pour soutenir le développement de l'enfant, mais plus spécifiquement dans un rôle de co-joueuse, qui est encore très peu documenté dans la recherche. Donc, c'est un petit peu plus ça, notre angle du côté de la recherche. Donc, pour ce faire, on a réalisé une recherche qui est encore en cours avec plusieurs objectifs. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les 2 premiers objectifs, considérant que la recherche n'est pas conclue. Donc, les 2 premiers, c'était vraiment de documenter les stratégies des enseignantes qui visent à soutenir le développement de l'enfant dans le jeu libre, particulièrement dans le rôle de co-joueuse, et co-construire des récits d'apprentissage, donc en lien avec les besoins qui avaient été exprimés. Et éventuellement, on souhaite répondre également aux objectifs d'analyser quelles retombées ça pourrait avoir dans le jeu libre, dans la pratique enseignante, de travailler au niveau de la documentation pédagogique, mais aussi quelles sont les retombées que les professionnels observent dans leur accompagnement des enseignantes. Donc, c'est vraiment une recherche collaborative avec une analyse plus qualitative, interprétative, parce qu'en fait, la façon dont la recherche était réfléchie, c'est qu'on souhaitait faire d'abord un premier entretien avec les enseignantes pour mettre en place la recherche, réfléchir à tout ça. Ensuite, on faisait 4 observations filmées dans les classes dans un contexte de jeu libre et on avait un entretien tout de suite après les observations. On a eu certaines difficultés à le faire avec la pénurie de main-d'œuvre et tout ça, donc ça demeure en cours, mais bon, ça l'arrive. Et on avait planifié 2 rencontres de groupe, une première en février qui a été réalisée pour justement accompagner, co-construire avec les enseignantes en lien avec ça, et une en mai pour voir vraiment les retombées, ainsi qu'un entretien de groupe avec les professionnels pour voir quels sont les effets qu'eux observaient. Puis là, je dis un entretien de groupe avec les professionnels, c'est l'entretien officiel, mais on est constamment en échange avec eux pour voir comment ça se passe. Eux, ils étaient aussi présents aux rencontres là, avec les enseignantes. Donc, il y a vraiment un échange là, qui se fait des 2 côtés. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a constaté jusqu'à maintenant dans la recherche. Et ça, c'est vraiment sur la base des discours des enseignantes. Donc, c'est ce que les enseignantes ont dit quand on a fait notre premier entretien et nos 2 premières observations. Donc, ce qu'on a constaté, c'est quand on est allé dans les classes, ben, on observe des moments de jeu symbolique, mais on observe peu de moments où les enseignantes prennent un rôle de co-joueuse, que ce soit dans les jeux symboliques ou ailleurs. Et là, le « ou ailleurs » vient faire référence à mon premier extrait de notre enseignante 1 qui dit ça, elle était dans un cadre de jeu de règles. Donc, elle apprenait à un enfant à jouer avec un jeu de société où il fallait faire des petits escaliers. Puis là, bref, il fallait que le petit bonhomme se rende à quelque part. Puis elle disait il faut qu'on leur fasse un chemin pour qu'ils se rejoignent. Fait que si la pièce est haute de même, qu'il y a une grande différence, mais là, j'ai toujours « Oh, je me suis cassé la jambe! » Puis là, les enfants, ils comprennent que ben, ça prend un escalier pour pouvoir redescendre. Il ne peut pas juste se lancer en bas de la pièce. Donc, elle prenait un rôle pour faire comprendre les règles du jeu. Donc, on a quand même observé un rôle de co-joueur, mais pas nécessairement dans les jeux symboliques. Mais c'était quand même intéressant. Un deuxième constat qu'on a tiré de leurs propos, c'était que les enseignantes, même si elles adoptent peu le rôle de co-joueuse, mettent quand même en place toutes sortes de stratégies pour soutenir le développement des enfants, que ce soit donc comme co-joueuse ou non. Et on avait certaines parties qui étaient en inclusion dans le jeu de l'enfant et d'autres qui étaient aussi hors du jeu de l'enfant. Donc, prendre un rôle, ça a quand même été mentionné seulement 6 fois dans les extraits qu'on a, 6 fois 6% des extraits qu'on a codés. Mais ici, l'enseignante 1 nous disait, ben mon élève, je voyais que ça allait pas. Il faisait un peu n'importe quoi, puis c'est pour ça que je suis rentrée dans le jeu. Donc là, j'ai pris du chocolat chaud, puis je l'ai comme invité à boire du chocolat chaud, puis finalement, quand je suis sortie, je l'ai regardé, puis il a fait cuire des biscuits. Donc, elle a pris un rôle pour amener l'enfant à poursuivre un jeu, mais un enfant qui s'en allait ailleurs, là, avec des gestes qui n'étaient pas acceptables ou un comportement pas acceptable en classe. Plusieurs ont mentionné modéliser quand même le jeu symbolique. Donc ici, enseignante 3 nous disait, pendant la routine, je leur ai expliqué, ils sont venus autour, je lui ai montré comment ça se jouait un petit peu avec le matériel. Mais dans le fond, je sais qu'en maternelle, ils ne connaissent pas nécessairement ça, les métiers. Quand j'étais en 5 ans, pompier, facteur, on travaillait les métiers, mais je me doutais qu'ils ne sauraient pas. Là, elle était en 4 ans cette année-là. Donc, elle a pris le temps avec les élèves de modéliser
ça serait quoi un pompier, ça serait quoi un facteur, ça serait quoi une enseignante, donc pour favoriser le développement au travers de ça. On avait aussi l'idée de modéliser un rôle. Donc, à un moment donné, quand ils sont entrés dans le jeu, je me retire un peu, puis j'ai dit, là, j'ai une autre urgence, parce que j'étais comme une urgentologue. C'était à un moment donné, on a appelé un autre médecin. Peut-être qu'on pourrait demander à quelqu'un qui pourrait venir faire plutôt le médecin. Puis là, j'ai senti que ça pourrait aller. Donc, elle a modélisé le rôle de l'urgentologue. Ça a fonctionné avec les enfants. Puis à un moment donné, elle a dit « Oh, je me fais appeler, j'ai une urgence, il faut que quelqu'un me remplace. » Donc là, un autre enfant avait pu entrer dans le jeu symbolique pour ça. Et finalement, relancer le jeu. Donc, une enseignante nous disait « Parce que lui, c'est mon plus agité, puis tout ce qu'il pensait qu'il voulait faire, c'était courir dans la classe, parce que c'était un super-héros. » Donc, vous comprenez, je suis Flash, je cours dans la classe. Donc, là, c'est pour ça que je lui ai donné des suggestions pour que ça soit peut-être un autre type de super-héros ou il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire comme super-héros. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plein de choses que les enseignantes disaient faire dans le jeu symbolique de l'enfant. Et on a observé certaines choses aussi, ou du moins, elle racontait faire certaines choses hors du jeu de l'enfant. Entre autres, il y a beaucoup des extraits qui mentionnaient soit du soutien à l'apprentissage ou de l'étayage. Donc, quand même, un extrait sur 5 où l'enseignante disait « je soutiens quand même le développement de l'enfant. » Ici, c'est sûr, lui, je savais qu'il fallait que je prenne du temps avec les enfants, m'asseoir à côté d'eux, observer. Quand ils trouvent un obstacle, j'essaie de leur dire « mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? » Donc, on y va vraiment avec l'interrogation, le questionnement. On a vu aussi beaucoup d'enseignants dire « je m'adapte à leur intérêt ou à leur niveau ». Donc ici, mes coins sont axés sur le bricolage, puis tu sais, je voulais faire un coin biscuit, fait que j'ai commencé à sortir plein d'affaires. J'avais mis de la pâte à modeler, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils voulaient faire des boules dans le sapin. Donc, je me suis organisée pour que ça soit ça. Donc, il y avait une belle flexibilité qu'on pouvait observer à dire, quand j'essaye de faire quelque chose, mais qu'il y a un intérêt différent, je vais aussi m'adapter. Certaines nous ont parlé de la façon qu'elles organisaient ou qu'elles géraient les jeux libres. Donc, comme on est dans Noël qui s'en vient, j'ai toujours mon coin Père Noël. Puis d'habitude, je fais un coin hiver plus tard, par exemple en janvier. Mais là, je trouvais que ça se complétait bien, donc j'ai installé les deux coins en même temps. Puis, j'ai laissé les enfants jouer, puis d'eux-mêmes, ils ont fait des liens entre les deux coins. Donc, on voit que même dans l'organisation, on peut susciter du développement chez les enfants, des liens qu'ils peuvent faire eux-mêmes, puis ils peuvent s'enrichir également. Et finalement, planifier l'espace et le matériel. Donc, une disait, j'ai une collègue, elle mettait le matériel à disposition, puis c'était les enfants qui faisaient le coin symbolique. Donc, disons qu'on partait un coin sorcière, c'est eux qui créaient les accessoires pour être une sorcière et tout ça. Puis elle disait, moi, j'ai encore à travailler là-dessus. Donc, elle voulait beaucoup organiser son coin. Mais il y avait un élément de aussi faire participer l'enfant au matériel du jeu symbolique. Et l'enseignante 4 disait, j'ai des vraiment pas grandes pattes, puis des pas grands bras qui sont très maladroits. C'est pour ça que j'ai un petit peu salé mon coin cirque pour qu'il travaille la motricité globale en classe en toute sécurité avant d'aller au parc. Donc ici, on était vraiment dans la planification d'un matériel pour développer des habiletés qui seraient utiles un peu plus tard. Donc ça, c'était nos constats par rapport à comment on soutient le développement de l'enfant. Mais on continuait d'avoir des constats. Donc, le troisième constat, c'était que malgré tout, les enseignantes nous ont verbalement dit qu'elles avaient des malaises à adopter un rôle de co-joueuse. Puis, on en a parlé un petit peu déjà. Mais elles n'étaient pas nécessairement à l'aise de le faire pour diverses raisons. La première, c'était je ne sais pas quand je m'intègre et comment je m'intègre dans le jeu. Donc, des fois, on se demande tout le temps jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut les guider. Est-ce que je joue? Est-ce qu'au contraire, je laisse aller? Donc, cette balance-là, elle n'est pas facile à trouver. La gestion du temps et des interruptions. Donc, ici, il disait, tu sais, c'est vraiment pendant les jeux libres, c'est difficile d'être tout le temps avec les enfants en jeu libre parce qu'on a 1001 choses à faire. Il y a plein de trucs qui se passent autour de moi, puis comment je fais pour prendre un rôle dans un jeu et d'y rester? Et l'autre nous disait, à 8 enfants dans ma classe, j'ai le temps, mais si j'en avais 17, c'est sûr que je n'aurais pas le temps. Donc, il y a aussi un élément de combien il y a d'enfants dans la classe. Il y a aussi un élément de l'élève, il est à quel niveau? Comment je fais pour reconnaître le niveau de soutien? Tu sais, des fois, je dirais que je modèle-tu trop?
Les 2 premières semaines, je fais « Oh mon Dieu, ça manque de vie dans la classe, c'est très calme, ils sont très calmes. » Quand il ne se passe rien, est-ce que je modélise? Qu'est-ce que je fais? Et finalement, comment je fais pour soutenir les plus bas niveaux de jeu symbolique? Tu sais, quand il n'y a pas vraiment de jeu symbolique, comment je fais? Puis souvent, en maternelle 4 ans, il y a des enseignantes qui nous disent qu'elles observent ça. Donc, mais j'en ai pas beaucoup qui sont capables dans la classe de modifier leur façon de jouer ou d'utiliser les jeux d'une autre façon. Un bloc, c'est un bloc pour eux autres. Ça finit là. Donc, c'est pas un personnage. Alors, au niveau de la maturité, on dirait qu'ils sont pas rendus là. Donc ça, c'était les questionnements de nos enseignantes. Et on les avait questionnés aussi un petit peu sur le plan de la documentation pédagogique. Puis ce qu'on a observé, c'est que, premièrement, le mot documentation pédagogique, ça faisait pas nécessairement de lumière dans leur tête. Et la plupart me disaient, c'est quoi ça? Et ensuite, elles n'utilisaient pas nécessairement différentes formes de documentation pédagogique. Plusieurs utilisaient des photos et des vidéos, mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait de ce côté-là. Donc, dans la rencontre qu'on a faite avec eux, le but, c'était de co-construire puis de réfléchir sur le rôle de co-joueuse, mais ce qu'on s'est rendu compte avec les demandes des enseignantes, c'est qu'elles avaient besoin d'informations. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a vu différentes choses avec elles, notamment, c'est quoi les étapes de développement du jeu symbolique et du jeu de construction? Comment je fais pour utiliser le portfolio numérique? Puis notamment, il y avait des questions sur comment je partage aussi, est-ce que je peux utiliser un groupe Facebook et tout, là, donc c'est bien réglementé maintenant. Et comment j'utilise la documentation pédagogique. Dans la rencontre, on leur a présenté différents exemples pour pouvoir discuter avec elles. Ici, c'est un exemple d'un tableau sur les 5 étapes du jeu symbolique. Là, je ne vais pas les passer toutes avec vous, mais on a vraiment vu avec elles quelles sont les étapes, quels sont les différents éléments. On a aussi vu le jeu de construction, là, il est séparé en 2, c'était comme une grande affiche avant, là. Donc, quelles sont les étapes aussi du jeu de construction, puis quels sont les rôles que l'enseignante peut prendre là-dedans. Et on a donné des exemples de documentation pédagogique qui pouvaient être réalisés. Donc, comment je commande, je prends des photos, je rajoute des informations sur ce que les enfants font. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a certaines enseignantes qui en faisaient déjà, qui nous ont apporté des exemples, mais d'autres moins. Donc, qu'est-ce qui ressort de cette rencontre-là? D'abord, la chercheuse, ma collègue Elisabeth, malheureusement, a adopté davantage un rôle d'experte dans cette rencontre. Donc, elle a partagé de l'information sur quel rôle, quel type d'interaction, d'intervention je pouvais faire. Donc, ça a été moins une idée de co-construction comme on l'aurait aimé ou voulu, mais c'était le besoin qui était exprimé par les enseignantes. On a constaté aussi, il y en a qui nous ont dit, mais c'est quoi être co-joueuse? C'est quoi être joueuse? J'aimerais ça voir quelqu'un le faire. Puis on s'est rendu compte qu'effectivement, on n'en a pas de modèle. On n'a pas de vidéo de quelqu'un qui est en train de jouer, un adulte qui joue avec des enfants. Donc ça, on s'est rendu compte, il y aurait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. On a parlé de la documentation pédagogique et certaines l'en avaient déjà fait, donc l'ont apporté à la rencontre. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'elles ont une facilité à décrire ce qui se passe dans la classe, à voir qu'est-ce qui se passe et à lier ça au programme, aux compétences, aux habiletés. Mais elles ne vont pas aller vers l'analyse de « et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour les aider, pour les soutenir? » Donc, aller à l'étape de plus, de dire « qu'est-ce qui me reste, moi, comme enseignante, à faire comme étape suivante dans cette documentation pédagogique-là? » Également, son utilité perçue variait beaucoup selon les enseignantes. Donc, on a 2 enseignantes qui disaient « Wow, je pourrais l'utiliser à la fin de ma journée, dans ma causerie, je pourrais prendre des photos, puis après ça, en rediscuter avec les enfants de ce qui s'est passé dans les jeux libres. » Puis il y en a d'autres qui disaient « ben c'est comme une tâche pour moi, puis je ne sais pas trop à quoi ça sert. » Donc, il y avait aussi une question de ça sert à quoi la documentation pédagogique, puis c'est peut-être pas clair encore dans la tête de certaines enseignantes pourquoi c'est important d'en faire. Puis ça fait un lien aussi avec peut-être qu'il y a une méconnaissance de comment je le fais finalement, mon nouveau bulletin qualitatif. Alors voilà, conclusion. Donc, au début de la recherche, on a constaté que les enseignantes avaient du mal à s'impliquer comme co-joueuses, malgré plusieurs très bonnes stratégies qui étaient mises en place. La faible utilisation de la documentation pédagogique, déjà, n'a peut-être pas aidé non plus à voir comment être co-joueuse, ça peut aider le développement des enfants, comment le jeu libre peut aider le développement des enfants. Donc, il y a du travail à faire là-dedans. La première rencontre a aussi clarifié quelles sont les interventions qui sont possibles et en quoi la documentation pédagogique pouvait être pertinente et possiblement quels pourraient être des exemples.
Mais ça reste que la recherche est en cours. On va voir si ça a eu un effet éventuellement. Mais on a quand même vécu plusieurs embûches avec malheureusement le manque de personnel et le centre de service scolaire qui à un moment donné nous a dit malheureusement on n'a plus de suppléants, donc on ne libère plus les enseignantes. Alors il va falloir se réajuster, mais on espère tout de même voir un impact ou une influence qui serait vraiment intéressante là, d'ici à juin. Alors voilà, merci beaucoup.